On va continuer donc dans la lancée avec Mathias Couturier, maître de conférence en droit privé, qui va nous parler de la responsabilité pénale et des catastrophes environnementales. Alors, on va tous mourir, on sera mal indemnisés, et les auteurs des faits seront mal punis. Bon, j'exagère, je force un petit peu le trait, mais on va passer en fait en revue, évidemment, comme on le fait depuis le début de cette séance. D'abord, merci de m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet qui qui offre à l'analyse un cas d'espèce qui, Dieu merci, pour l'instant ne s'est jamais produit sur le sol français, mais voilà, qui se produisant, je dirais, inviterait l'imagination du juriste à ouvrir un petit peu ses écoutilles pour voir comment, d'une certaine manière, la question pourrait entrer dans son champ d'analyse, le droit pénal. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, du coup, je ne vous parlerai pas de la condamnation pénale qu'ont subi trois, dirait-on certains, lampistes, pas totalement, mais enfin quand même, trois personnages qui ne sont peut-être pas pas les seuls responsables en tout cas de cette affaire, qui ont été les ingénieurs Briokanov, si ma mémoire est bonne, Fomin, donc respectivement directeur et directeur adjoint de la centrale, ainsi que Dyatlov qui avait supervisé donc ce fameux essai qui a amené à la catastrophe qu'on a évoquée. Ils ont été condamnés donc en droit pénal, mais en droit pénal de l'Union soviétique d'alors, sur la base d'une incrimination que je ne connais pas et je n'ai pas lu ce texte. Ma connaissance du russe et du code pénal soviétique est malheureusement insuffisante pour vous donner des informations sur ce point. Je vais donc me proposer ici d'analyser ce que serait, je dirais, la réponse du juge répressif, les possibles réponses du juge répressif français, au regard des textes français, bien sûr, si une catastrophe du même ordre se produisait en France, par exemple dans la Manche, dans une centrale située pas très loin d'ici. Alors, on traitera le sujet en deux temps. D'abord, on évoquera, parce qu'il y en a, les qualifications spéciales relevant du Code de l'environnement. Le Code de l'environnement donc prévoit pour chacune de ces subdivisions, après avoir énoncé les règles de protection de l'environnement, un certain nombre de règles de sanctions s'appliquant à ceux qui manqueraient à ces règles. Donc on passera d'abord en revue les différents dispositifs envisageables, je n'oserais même pas dire possibles, parce qu'on verra que c'est très problématique justement, envisageables à ce propos, ce sera notre premier temps, et dans un second temps on évoquera les qualifications relevant cette fois-ci du droit pénal commun que l'on trouve donc dans le code pénal évidemment. Alors, au titre des premières, eh bien, Anne-Sophie a rappelé tout à l'heure les propos du professeur Legasov, seront pollués pour des centaines d'années, voire des milliers d'années, l'air, le sol et la terre. L'air, le sol et les eaux. Trois milieux physiques, finalement, touchés par cette catastrophe, par beaucoup de catastrophes environnementales, évidemment, mais peut-être plus encore par celle-ci que d'autres. En d'autres termes, on va se poser la question d'un délit de pollution, premièrement des eaux, que l'on pourrait reprocher, on verra lesquels, aux différents acteurs de cette catastrophe, d'un délit de pollution de l'air, de pollution atmosphérique, deuxième possibilité, troisième possibilité, donc d'un délit de pollution des sols. Alors, j'indique tout de suite, pour cadrer un tout petit peu le sujet, que au plan de la technique pénale, les différentes qualifications que je vais évoquer par la suite dans cette première partie, si vous vous souvenez de vos cours de deuxième année, si vous ne les avez pas encore reçus, vous en réentendrez parler, la jurisprudence traite les qualifications relevant, je dirais, les qualifications techniques relatives à la protection de l'environnement, d'ailleurs comme les qualifications relatives à la santé et à la sécurité au travail, qu'a évoqué tout à l'heure ma collègue, comme ce qu'on appelle des infractions purement matérielles. Autrement dit, ce sont des qualifications qui dérogent un petit peu des mécanismes traditionnels du droit pénal, au sens où la jurisprudence considère que l'infraction est constituée et qu'elle est imputable à l'employeur, au chef d'établissement plus exactement, et à la personne morale qu'il représente en tant qu'organe, sont imputables à ces personnes, quand bien même l'on ne pourrait pas faire apparaître, je dirais, d'intention de les commettre.
Évidemment, dans la plupart des catastrophes environnementales, voire la quasi-totalité, on ne découvre jamais un chef d'entreprise machiavélique qui a l'intention de polluer de l'environnement. Or, vous vous souvenez, en principe, si l'on regarde le code pénal, l'article 121.3 prévoit que 121-3 prévoit que, en principe, tout délit ou tout crime suppose une intention de le commettre. Sauf, nous dit la jurisprudence, par exception, certaines variétés d'infractions qu'elle traite comme des infractions purement matérielles, qu'elle classe dans cette catégorie d'infractions purement matérielles. Autrement dit, il suffit de démontrer une matérialité des faits, indépendamment d'une intention, et l'infraction est constituée. Très bien. Et ces infractions, nous dit la jurisprudence, même si, je dirais, les faits à l'origine de la catastrophe ont été commis par un opérateur maladroit, ces infractions sont imputables par le biais d'un mécanisme de quasi-responsabilité pénale du fait d'autrui. Là aussi, à la limite, je dirais, de la contradiction par rapport à la loi, la jurisprudence fait remonter la responsabilité directement sur la tête du chef d'établissement, quand bien même celui-ci, je dirais, n'aurait pas mis la main à la pâte, n'aurait pas appuyé sur le mauvais bouton, n'aurait pas effectué lui-même la mauvaise manipulation qui aurait déclenché la catastrophe environnementale. Donc voyons quelles sont maintenant, dans le détail, les qualifications envisageables, en commençant par un possible délit de pollution des eaux. 2 textes existent dans le Code de l'environnement susceptibles de s'appliquer dans une situation de type Tchernobyl. Ce sont les articles 216-6 du Code de l'environnement et L432-2. Le fait, pour le premier, de jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, souterraines ou les eaux de la mer, ou dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques, dont l'action ou les réactions entraînent même provisoirement des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, ou des modifications du régime normal d'alimentation en eau, ou des limitations d'usage des zones de baignade, est puni de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Une deuxième qualification un petit peu concurrente d'ailleurs de celle-ci, parce qu'elle pourra s'appliquer souvent dans des situations identiques, réprime, alors d'une peine assez proche mais pas totalement identique, le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson, ou nuit à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire. Ces 2 infractions, ces 2 incriminations, malheureusement, probablement, ne fonctionneraient pas dans le cas d'une catastrophe de type Tchernobyl. Alors, bien sûr, les eaux, nous a dit le professeur Legasov, sont polluées, tout comme d'ailleurs l'air et les sols. Le problème, c'est qu'on est en droit pénal, et qu'en droit pénal, le principe d'interprétation stricte requiert d'appliquer le texte de manière très méthodique, très analytique. Le texte réprime, les 2 textes répriment le fait de jeter, déverser ou laisser s'écouler. Or, à Tchernobyl, on ne peut reprocher aucun acte matériel de jet, de déversement ou, je dirais, de laisser s'écouler des produits dans l'environnement et dans les milieux aquatiques. D'accord ? Alors, je ne vais pas trouver de jurisprudence qui corrobore mon analyse, mais pour vous donner un exemple, ce n'est pas la même chose, mais je dirais que c'est un petit peu la même idée. Un arrêt de la Cour de cassation sur lequel j'étais tombé un jour, c'était une entreprise qui gérait un terrain sur lequel étaient situés des déchets, et le vent emportait les déchets sur le terrain d'à côté. Et l'entreprise est poursuivie et condamnée par la juridiction du fond pour abandon de déchets. Et la Cour de cassation dit non, il n'y a pas d'abandon de déchets. C'est le vent qui emporte les déchets sur le terrain d'à côté. Ce n'est pas l'entreprise qui a effectué l'opération matérielle d'abandon des déchets sur le terrain d'à côté. D'accord ? Mutatis mutandis, la situation est un petit peu comparable. C'est le vent qui emporte les particules radioactives dans les mers, dans les eaux, que sais-je encore. Alors on a vu que néanmoins, il y a eu une quasi-possibilité d'application, si vous avez bien vu la série, et si vous connaissez l'histoire de Tchernobyl, vous savez que le magma là, de lave radioactive qui s'est infiltré dans les soubassements de la centrale menaçait à un moment donné de casser le plancher de celle-ci et de franchir les limites, je dirais, du béton et de toutes les protections possibles pour s'infiltrer dans le sol. Et nous explique le professeur Legasov, potentiellement pour arriver jusqu'à la nappe souterraine, la nappe phréatique, et à ce moment-là, potentiellement polluer tout le bassin hydrologique sur des centaines de kilomètres carrés. Si ce type de situation était survenu, effectivement, la qualification aurait été potentiellement envisageable. Mais ça ne s'est pas produit, Dieu merci. On le sait d'ailleurs grâce aux mineurs du Donbass, qui sont venus renforcer les soubassements de la centrale nucléaire pour éviter que ce type d'événement survienne. Bon, en d'autres termes, les seuls rejets, je dirais, qui sont ici à
à polluer l'environnement sont partis par les airs et ne correspondent pas à la définition de ce texte. Donc texte vraisemblablement inopérant. Deuxième qualification possible, grand B, c'est le délit de pollution atmosphérique de l'article 220-2 du Code de l'environnement. Constitue une pollution atmosphérique l'introduction par l'homme, directement ou indirectement, ou la présence dans l'atmosphère ou les espaces clos d'agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. La pollution atmosphérique est réprimée pénalement. Mais elle est réprimée, je dirais, sous des conditions assez restrictives. Parce que, imaginez bien que si on appliquait la sanction pénale pour toute personne commettant ce comportement, vous partiriez en prison dès que vous allumez votre voiture le matin ou que vous faites un barbecue le week-end. Alors, le délit de pollution atmosphérique, en fait, est énoncé par un autre texte, quelques pages plus loin dans le Code de l'environnement, et il est ainsi exprimé. Lorsqu'une entreprise industrielle, commerciale, agricole ou de service émet des substances polluantes constitutives d'une pollution atmosphérique, telles que définies à l'article 220-2, en violation d'une mise en demeure, et c'est ça qui importe, prononcée en application des articles L171-7 ou L171-8, l'exploitant est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Autrement dit, ce qui constitue le délit de pollution atmosphérique, c'est le fait que l'administration, ayant observé un dépassement, par exemple, des normes d'émission qui vous sont autorisées, vous enjoint de revenir à vos normes d'émission et que vous n'obtempérez pas. Autrement dit, vous n'êtes pas condamnable, je dirais, d'emblée en première intention pour toute pollution atmosphérique, mais dès lors que vous êtes pris par la patrouille de l'administration qui vous dit « Ah, tata, vous dépassez les normes, il faut revenir dans les bornes qui vous ont été enjointes. » En l'occurrence, dans le cas de Tchernobyl, avec des émissions ici évidemment massives dans l'environnement, on pourrait imaginer un petit fonctionnaire tatillon qui arrive avec son petit carnet à souche et qui dise « Bon, maintenant il faut revenir à la normale. » Chers amis, bon, je n'irai pas plus loin pour tirer le fil de la situation, mais voyez que ça fonctionne peu ou mal pour ce genre de situation. Donc, le délit de pollution atmosphérique, vraisemblablement, est inopérant aussi. Troisième type de pollution, et alors là, on pourrait se dire, ça va marcher, parce que, bon, la pollution des airs, elle se dissipe. La pollution de l'eau, je ne sais pas, les cours d'eau finissent par emmener tout ça en mer et à la fin on n'entend plus parler. Par contre, la pollution des sols, si vous avez vu la série et si vous connaissez l'histoire de Tchernobyl, c'est épouvantable, cette zone d'exclusion, là, comme ça, sur des dizaines de kilomètres autour de la centrale, vous avez compris qu'il a fallu gratter la terre sur plusieurs centimètres d'épaisseur pour essayer d'emmener les parties les plus contaminées, mais le reste est encore. En d'autres termes, l'opération, je dirais, l'acte de pollution le plus massif, il est pour le sol. Donc, un délit de pollution des sols serait envisageable. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de texte dans le Code de l'environnement qui réprime pénalement la pollution des sols en tant que telle. Alors pourquoi? C'est parce qu'on s'est dit, bon, on n'a pas besoin d'un texte comme ça, parce qu'en fait, on se dit, on a d'autres qualifications. Typiquement, c'est un sol pollué par des huiles usagées qu'un industriel peu scrupuleux vient balancer dans un coin. On a d'autres qualifications qui fonctionnent, notamment, et elles sont assez rigoureuses et les sanctions sont relativement lourdes, toutes les sanctions relatives à l'abandon de déchets. D'accord? Sauf qu'ici, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, on n'a pas d'opération d'abandon de déchets. Ce sont des produits radioactifs qui s'évacuent d'une centrale suite à une catastrophe. Donc ça ne fonctionne pas non plus. Il y a d'autres textes qu'on pourrait envisager de mobiliser aussi pour réprimer pénalement les actes de pollution des sols, mais ils ne s'appliquent pas non plus à la situation de Tchernobyl, je passe les détails. Globalement, donc voilà, on n'a pas de délit de pollution des eaux, on n'a pas de délit de pollution, le délit de pollution des eaux est inapplicable, le délit de pollution de l'air vraisemblablement est inapplicable, et les délits de pollution des sols ne fonctionnent pas. Il n'y en a pas, de toute façon. Donc, on va se tourner, c'est ma deuxième partie, plutôt vers les qualifications qui vont relever du droit commun. Alors, là, on divisera le propos en deux, en analysant dans un premier temps ce qui nous occupera le plus, bien sûr, la responsabilité des auteurs de la catastrophe. J'évoquerai quelques pistes de réflexion aussi sur la possible mise en jeu de la responsabilité pénale des gestionnaires de la catastrophe. Elle n'est pas totalement à occulter, en tout cas, on peut se poser la question, quelles que soient les intentions
et les bonnes intentions des gestionnaires de la catastrophe, on peut aussi quand même se poser, par certains aspects, la question de leur responsabilité pénale. Alors sur les auteurs de la catastrophe, on pourrait se dire, voilà, des populations entières comme ça, auxquelles on a finalement imposé d'ingérer de l'iode radioactive, des poussières radioactives, je dirais, de manière très spontanée, on dira que tous ces gens, on les a empoisonnés. Donc je pose la question, les qualifications qui permettent, je dirais, de saisir ce type de comportement, les qualifications pénales françaises qui permettent de saisir ce type de comportement, sont-elles applicables? Et on posera notamment aux deux qualifications que sont le délit ou le crime, d'ailleurs dans certains cas d'administration de substances nuisibles de l'article 222-15 du Code pénal. L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie de peines mentionnées aux articles 227-7 à 227-14-1, ou le crime d'empoisonnement, le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle. Alors j'irai très vite, en fait non, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour une raison simple, pour deux raisons simples. La première, c'est qu'il faut ce qu'on appelle un droit à un acte positif d'administration. C'est-à-dire qu'il faut démontrer un acte par lequel une personne fait ingérer le produit à l'autre. Dans l'hypothèse où une centrale explose, que les produits s'envolent tout seuls dans l'atmosphère et finalement finissent par être ingérés par d'autres, y a-t-il un acte positif, au sens, je dirais, c'est pas un acte positif au sens axiologique du terme, mais enfin bon, un acte d'action, si j'ose dire, d'administration, en l'occurrence ici non. Même si on pourra en discuter, mais bon. De toute façon, ce qui va condamner cette hypothèse, c'est que ces deux infractions sont ce qu'on appelle des infractions intentionnelles. En d'autres termes, pour condamner, en droit pénal, il faut un acte matériel, et ici, un élément intellectuel qui va être constitué par une intention. Une intention d'administrer, une intention d'empoisonner. Or, ici, les deux sont inexistants, donc ça ne fonctionne pas. Les seules qualifications en fait, qui sont vraiment envisageables, donc qualifications inopérantes, tournent autour des violences involontaires. Et ça, Laurence l'avait déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Ce sont dans le Code pénal toute une série de qualifications qui reposent sur une mécanique commune, mais qui est mise en œuvre dans des textes distincts qui dépendent, je dirais, de la nature du préjudice subi par la victime. Blessure plus ou moins grave ou mort dans le cas le plus malheureux. Moi j'ai pris l'exemple le plus grave, celui du décès de la victime, et malheureusement on sait qu'à Tchernobyl, même si on ne va pas discuter sur les chiffres, il y en avait quand même beaucoup. Et certainement évidemment bien plus que les 30 ou même les 200 que certains invoquent ici ou là. Je crois que l'Ukraine a fini par reconnaître que la catastrophe avait causé directement ou indirectement près de 35 000 morts. Ensuite, il y a encore des débats entre les spécialistes sur le sujet, j'y reviens pas, ce n'est pas mon domaine de spécialité. De l'article 221.6, alors le problème c'est que cet article 221.6, il se met en œuvre au travers d'une série de distinctions un petit peu subtiles, voire dirais certains excessivement subtiles, qui résultent, je ne vais pas passer les détails, mais disons de deux textes, et notamment d'un d'entre eux, de la fin des années 90 et du début des années 2000, notamment la loi Fauchon de 2000. Je vais dire les choses comme ça, avant c'était relativement simple, mais disaient certains trop sévère. En gros, toute faute d'imprudence, toute faute d'inattention, toute faute de négligence qui causait à autrui une lésion physique pouvait entraîner la responsabilité pénale de l'auteur de cette faute d'imprudence. Pour, je dirais, préserver certains, notamment décideurs publics, des foudres d'une répression qui était jugée trop importante, le législateur a introduit, au travers de cette loi Fauchon de l'année 2000, une série de distinctions qui vont aboutir à moduler la répression pénale. Alors, on peut résumer les choses comme ça au travers de deux petits tableaux. La loi Fauchon nous dit, quand on veut examiner si quelqu'un est pénalement responsable pour des violences involontaires, homicide ou blessure, c'est la même chose. Ce qui change après, c'est le montant de la peine. Mais la mécanique est la même. Il faut distinguer, est-ce qu'on a affaire à ce qu'on appelle une causalité directe ou indirecte? Autrement dit, est-ce que l'auteur des faits, je dirais, causalité directe, a directement généré par son comportement, par exemple en manipulant un objet, le préjudice de la victime, ou est-ce qu'il est
son comportement s'inscrit dans une causalité indirecte avec la réalisation du dommage. La causalité indirecte, en gros, c'est je n'ai pas manipulé l'objet, je n'avais pas en main le bâton là qui a tapé sur la tête involontairement, bien sûr. Hein. On parle d'infraction involontaire ici, hein, d'homicide, de blessure involontaire. Enfin, voilà, c'est pas moi qui ai fait tomber l'étagère sur la victime, c'est pas moi qui pilotais la voiture qui a percuté le piéton, mais j'ai mis en place ou laissé mettre en place la situation qui a favorisé la réalisation du dommage. C'est ça la définition de la causalité indirecte. Et nous dit maintenant la loi, pour les personnes physiques, et seulement pour les personnes physiques, pas pour les personnes morales, si la causalité est indirecte avec le dommage, il faut pour engager la responsabilité de l'auteur des faits, au moins manifester ce que la loi appelle une faute caractérisée. Une faute simple, une simple inattention, imprudence, négligence ne suffit pas. Il faut démontrer ce que la loi appelle une faute caractérisée. Je viendrai tout à l'heure à la définition de celle-ci. Étant précisé que, donc voilà, du coup, en cas de causalité indirecte et de faute simple, eh bien, la personne physique n'est pas pénalement responsable. Sa responsabilité pénale commence avec une faute caractérisée, étant précisé que la loi prévoit, et là pour le coup sans distinction entre les deux, que la commission de ce qu'on appelle une faute délibérée, j'y reviendrai, aggrave la responsabilité, élève d'un cran, je dirais, le montant des peines maximales encourues. Alors voilà, juste pour information, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant, en gros l'éventail des différentes peines encourues, et encore en l'absence d'un autre facteur d'aggravation, parce qu'il y a une liste d'autres facteurs d'aggravation possibles, mais je dirais les peines de base. En fonction donc de l'ITT, l'interruption totale de travail, et jusqu'au décès de la victime, bien sûr, la situation la plus dramatique. Alors, là où les choses se compliquent, eh bien, c'est justement voilà, ce système qui me permet de mettre en œuvre la responsabilité des opérateurs de cette situation. Alors, en gros, où pouvons-nous situer les acteurs de Tchernobyl dans ce système? Je vais passer en revue quelques situations caractéristiques, peut-être pas tout le monde. Je pense qu'on peut dire qu'on a un lien de causalité, me semble-t-il, indirect. Encore qu'on pourrait en discuter. Pour certains. Est-ce que Dyatlov, par exemple, s'inscrit avec les faits, avec le dommage, dans un lien de causalité direct ou indirect? C'est à discuter. Les directeurs de la centrale, en revanche, eux, c'est une causalité indirecte, c'est à peu près évident. En d'autres termes, pour eux, il faut démontrer au moins une faute caractérisée. Bon, à la fin, ça ne changera pas grand-chose de toute façon, parce que, sans entrer dans les détails, même s'il y a des divergences en jurisprudence, je crois qu'on peut considérer que ce soit le directeur de la centrale, ou que ce soit Dyatlov, donc le superviseur au moment de l'essai, tous ont commis des fautes qu'à mon avis, on peut qualifier de caractérisées. On verra si, ensuite, c'est toute la question, on peut aller jusqu'à les qualifier de délibérées, ces fautes. Mais bon. Qu'est-ce que c'est que la définition d'ailleurs de la faute caractérisée? C'est intéressant de le noter, elle est tout en bas là, de ce texte. C'est une faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que la personne ne pouvait ignorer. En d'autres termes, je sais que je prends un risque, ou je n'en ai pas conscience précisément, mais au regard de mes responsabilités, j'aurais dû en avoir conscience. Dyatlov qui ordonne fermement, malgré les avertissements de ses subordonnés, d'augmenter de nouveau la puissance du réacteur alors qu'il est empoisonné au xénon et qu'il le sait, clairement commet au moins une faute caractérisée. Au moins une faute caractérisée. D'accord ? La question éventuellement qu'on pourrait se poser pour lui, c'est de savoir s'il est allé jusqu'à commettre une faute délibérée. Et tout le problème, c'est que la définition de la faute délibérée, elle est un petit peu restrictive. Elle est formulée par le même texte, c'est le fait de violer de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Violer de façon manifestement délibérée, ça probablement il l'a fait, une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Le problème de la règle de sécurité, c'est là que je fais des hypothèses, la règle de sécurité que Dyatlov a enfreint, en ordonnant, malgré les avertissements de ses subordonnés d'ailleurs, en ordonnant de remonter la puissance de la centrale alors qu'elle était empoisonnée au xénon et était tombée à 30 MW,
Et vous vous souvenez, si alors je ne sais pas si c'est ce qui s'est dit vraiment dans la réalité, mais dans la série, vous vous souvenez, au moment où il dit augmenter la puissance de la centrale du réacteur alors qu'elle a tombé au xénon, son subordonné, Akimov, lui dit, mais je ne le ferai pas, je cite, il dit, c'est contre les règles. Et Dyatlov lui répond, si vous vous souvenez bien, attendez, la formule, je l'avais notée exactement, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me parlez pas des règles. En d'autres termes, la règle existe, mais je m'en tape. Excusez-moi l'expression. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas exactement la nature de cette règle. Parce que la loi prévoit que la règle violée doit être, nous dit le texte, manifestement délibérée. 5 minutes maximum, on devra le faire. Une obligation particulière de prudence ou de sécurité. En d'autres termes, une obligation qui n'est pas susceptible de l'interprétation, qui est extrêmement précise, extrêmement ferme, qui n'offre aucune alternative possible. Comment le texte était rédigé, j'en sais rien, et mon russe, je vous l'ai dit, n'est pas suffisamment bon pour permettre de m'y lancer, donc je ne peux pas le dire. Deuxième chose, nous dit le texte, la loi, il faut que cette obligation de prudence ou de sécurité soit prévue par la loi ou le règlement. Une simple norme technique énoncée par exemple par le concepteur de la centrale n'est pas une norme légale ou réglementaire au sens du terme dans la technique juridique, au plan de la hiérarchie des normes. D'accord ? Donc quelle est exactement la nature de cette règle qui a été violée? Je ne le sais pas non plus, là je ne fais que des hypothèses. Toujours est-il que, bon, il me semble quand même qu'on peut retenir pour Dyatlov, au moins une faute caractérisée, peut-être une faute délibérée. Alors, ceci dit, il ne faut pas non plus écarter l'hypothèse de retenir la responsabilité d'autres opérateurs durant l'événement. Alors, c'est peu mis en avant par la série, mais il semblerait bien que, par exemple, les deux salariés affectés à l'accomplissement matériel des tâches autour de l'essai, notamment le jeune Toptunov et Akimov, apparemment Toptunov, nous dit certains, ont commis des erreurs. Notamment, il a, à un moment donné, baissé trop vite les barres de contrôle, ce qui a contribué à l'empoisonnement au xénon de la centrale, du réacteur. En d'autres termes, il aurait commis une erreur, une maladresse, une imprudence, une inattention, une négligence. Je ne veux pas entrer dans les détails. On pourrait se poser la question éventuellement de la mise en jeu de sa responsabilité. On la fermera rapidement, cette question. Il est mort. Or, en droit pénal français, la mort est une cause d'extinction de l'action publique en droit pénal français, pas dans tous les droits pénals, pas dans tous les systèmes pénaux plutôt. En droit écossais, par exemple, on peut juger les morts au plan pénal, pas en France. Je terminerai en parlant rapidement de la responsabilité des gestionnaires de la catastrophe. Alors, vous vous souvenez de cette image, de ces trois salariés de la centrale, après les objurgations du vice-président du conseil de Tcherbzhina, en gros, qui explique qu'il faut descendre au fin fond des cuves dans de l'eau contaminée pour ouvrir ou fermer une vanne, peu importe. Et vous avez trois salariés qui, sans qu'on leur force la main, se lèvent et disent, voilà, ils s'appellent, souvenez-vous, Alexei Yananenko, Valéry Bezbalov et Boris Baranov. Et nous dit-on, en gros, on les envoie à une mort certaine. Alors, question, est-ce qu'on peut rechercher la responsabilité bien de ceux qui les incitent ainsi finalement à s'exposer à la mort? Alors, je vais passer les détails. Évidemment, on cherchera aussi du côté, essentiellement en premier lieu du côté des qualifications d'homicide et de blessure involontaire. Seul problème, je voudrais dire, Yananenko, Bespalov et Baranov ont survécu. La série ne le dit pas sur le moment, mais il y a un petit titre à la fin donné qui laisse, je crois me souvenir, comprendre qu'en fait, ils ont survécu, et apparemment, oui. Alors l'un d'entre eux est décédé en 2005 d'une maladie cardiaque, on ne sait pas si c'est en lien avec les faits. Les deux autres sont encore en vie, il y en a même un, je crois, qui travaille encore dans le nucléaire. Bien. Donc, a priori, et le problème, c'est que du coup, s'il n'y a pas de décès, l'homicide par imprudence, ça ne fonctionne pas. S'il y a eu des lésions, les blessures peut-être, mais enfin voilà, il faudrait déjà faire des expertises pour voir quelles sont les éventuelles lésions qui auraient pu causer l'acte qu'on les a incités à commettre. Il y a les biorobots aussi. La question se posera à peu près de la même manière pour eux. Alors là, pour le coup, est-ce qu'il y en a qui sont morts ou pas? Statistiquement, il y en a certainement qui sont morts, voire beaucoup qui sont morts. La question, c'est de savoir arriver à établir la causalité. Ils sont morts pourquoi, comment et à cause de quoi? Est-ce qu'ils sont morts à cause de leur exposition?
c'est très, très difficile à établir. Il y a des problèmes de preuve, je dirais, assez massifs qui se posent. Même si on lançait une véritable enquête, à la fin, on finirait quand même par trouver, à mon avis, un certain nombre de morts qui permettraient de prononcer des condamnations. J'ai envie de dire, la dernière question qu'on pourrait se poser, et j'en terminerai par là, c'est quand bien même il ne serait pas vraiment, aucun d'entre eux ne serait mort, mais tous auraient ou survécu, est-ce qu'on peut appliquer la qualification de l'article 223-1 du Code pénal? Le délit de mise en danger délibéré. Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. Par la violation, c'est la définition manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi, le règlement, et punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Je vais passer sur les détails, juste pour dire qu'on retrouve des questionnements un petit peu comparables à ce que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, au titre de l'homicide par imprudence, enfin l'homicide involontaire au titre d'une faute délibérée. Vous voyez, les conditions sont les mêmes. Il faut non pas simplement l'exposition de quelqu'un à un risque, il faut que l'exposition procède de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Alors sur les seuils d'exposition, par exemple de salariés au risque radioactif, il y a des seuils très précis dans le Code du travail. Laurence Fallanger en a un petit peu parlé tout à l'heure. Là, pour le coup, ça fonctionne. Donc pour les salariés, ça ne pourra peut-être pas marcher. Par contre, pour tous les liquidateurs, qui pour beaucoup d'entre eux étaient des civils ou des militaires, il n'y a pas de norme d'exposition à ma connaissance pour ces gens-là. Donc pour eux, la qualification fonctionne peut-être plus difficilement. D'accord ? Autre problème qu'on peut se poser, les victimes sont consentantes. Elles sont au courant, on ne leur ment pas. En tout cas, Bespanov, Ananenko, Bespalov et Baranov, ils savent qu'ils s'exposent à un risque de mort. Est-ce que le consentement de la victime est une cause justificative? Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. En théorie, non. Mais de nos jours, il y a des évolutions fortes autour de ce sujet, je dirais dans les systèmes juridiques occidentaux en général et en France aussi. Dernière chose, de toute façon, si les qualifications pénales pouvaient être reprochées au gestionnaire de la catastrophe, ce qu'il pourrait invoquer, c'est l'article 122-7 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Quand la moitié de l'Europe est menacée, des millions de personnes ou des dizaines de millions de personnes sont menacées de mort en raison d'une catastrophe qui peut tous les emporter, j'ai envie de dire, c'est un peu ce que dit Gorbatchev dans la série, hein, dans toute guerre, il y a du sacrifice, ou toute victoire implique des sacrifices, je crois que c'est la formule qu'il a. C'est affreux de dire, mais oui, au plan de la responsabilité pénale, c'est un argument qui est mobilisable. Sacrifier 3, 4, 5, 100 personnes, peut-être même 1000 ou 10 000, pour en sauver 10 millions d'autres, peut-être que c'est un argument qui pourrait prospérer devant un juge en cas de poursuite pénale. J'en conclurai juste pour dire que vous voyez, en gros, face à une catastrophe aussi gigantesque, aussi inattendue, je dirais aussi incommensurable pour l'esprit humain, eh bien on voit que les mécanismes de responsabilité pénale qui ont été imaginés par l'esprit humain sont, je dirais, presque en état de sidération, presque paralysés, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. Donc je ne dis pas que rien ne fonctionne, mais globalement vous voyez bien que notre normalité pénale, d'une certaine manière, est en partie ou largement mise en échec par l'énormité de la catastrophe de Tchernobyl. Et donc je ne sais pas s'il faut se préparer au pire et revoir nos textes de droit pénal, parce que si jamais la centrale de Flamanville explose, notre problème ne sera pas essentiellement de savoir qui on doit condamner pénalement, en tout cas en première intention. Mais bon, peut-être qu'il faudra y penser aussi quand même dans l'après-coup, quand on voudra, si j'ose dire, solder les comptes. Merci de votre attention.